Chers collègues, bienvenue sur ce module d'enseignement du CCAFU Online dédié aux tumeurs urothéliales. Le CCAFU Online est un nouveau programme du comité de cancérologie de l'Association française d'urologie qui a la volonté d'ouvrir tous les sujets d'onco-urologie de façon extrêmement éclectique. Sur ce module dédié au cancer de la vessie, nous allons aborder 3 sujets avec 3 interlocuteurs différents, tous urologues. Alexandra Masson-Lecomte, qui exerce à l'hôpital Henri Mondor, assistance publique hôpitaux de Paris, va nous parler des items et des critères dédiés à la résection transurétrale de la vessie en 2016. Evangelos Zilinas, qui est à l'hôpital Cochin, assistance publique hôpitaux de Paris, nous parlera des échecs du BCG et des problèmes de la gestion des tumeurs de vessie à haut risque. Et enfin, Stéphane Larrey, urologue et chef de service à Reims, abordera à travers un cas clinique qui suscitera la discussion entre nous tous sur le plateau, sur un cas clinique avec l'instillation de BCG et surtout la définition de patients réfractaires ou résistants au BCG. On verra qu'il faut savoir parfois lire entre les lignes à ce niveau-là. Je passe la parole à Alexandra Masson-Lecomte sur les standards chirurgicaux endoscopiques. Alexandra, nous t'écoutons. Merci Morgane pour cette introduction. Nous allons donc commencer avec la première étape de la prise en charge des tumeurs de vessie, à savoir la résection endoscopique. Et parler des standards endoscopiques en 2016, nouveaux standards, vous verrez que certains ne le sont pas tant que ça. Pourquoi la nécessité d'une résection de qualité ? Eh bien, la résection est le gold standard pour la stadification, mais aussi pour le traitement de première ligne des tumeurs de vessie non invasives du muscle. Et celle-ci doit être complète et de qualité pour assurer le meilleur pronostic aux patients. De multiples études existent dans la littérature pour montrer cela. J'en ai sélectionné 2, l'une de l'EORTC et l'autre d'un groupe d'uro-oncologie allemand. Ces 2 études montrent que la qualité de la résection impacte le risque de récidive de nos patients et qu'en particulier la présence de muscles sur la première résection peut être un marqueur de substitution à la qualité de la résection et prédit le risque de récidive précoce. La technique de résection doit être une technique standardisée, c'est détaillé dans les guidelines de l'AFU et de l'EAU de manière très précise. La résection doit être faite toujours de la même manière, débuter par bien évidemment des touchés pelviens sous anesthésie. Il est nécessaire d'introduire le cystoscope sous contrôle de la vue pour ne pas oublier de contrôler l'urètre du patient. La cystoscopie doit bien évidemment être complète. Il faut savoir réaliser des biopsies à la pince froide quand cela est indiqué, c'est-à-dire en cas de lésion plane, suspecte, parfois d'aspect inflammatoire autour de la tumeur initiale ou en particulier chez les patients qui ont une cytologie urinaire positive et qui n'ont pas de lésion à la cystoscopie. Il faut savoir réaliser des biopsies systématiques à la pince froide. Les recommandations de l'AFU vont plus loin encore en détaillant exactement comment la résection de la tumeur doit être réalisée. Elle doit être complète, elle doit aller impérativement jusqu'au muscle vésical et lorsque cela est possible, l'AFU recommande d'envoyer dans des pots différents la partie superficielle de la tumeur et la partie profonde pour aider l'anatomopathologiste dans son staging. Alexandra, un point là-dessus, je t'interromps, c'est très important pour nos collègues. D'une part, tu nous as parlé du muscle, donc je pense que si un collègue fait une résection et que sur son compte-rendu d'anatomopathologie, il ne récupère pas de muscle visualisé écrit spécifiquement par l'anatomopathologiste, il y a soit un problème, donc soit il faut qu'il recontacte l'anatomopathologiste, soit qu'il se pose la question d'une résection. Tout à fait. La présence de muscles est tout à fait indispensable et il n'est pas normal de voir encore des comptes rendus d'anatomopathologie avec le muscle non vu et les patients non re-réséqués par la suite. Autre point très important que tu as souligné, idéalement des pots séparés pour l'anatomopathologie. Donc c'est important quand vous faites les prélèvements de les faire séparément. Tu l'as dit sur la partie, j'allais dire, plus superficielle et profonde, mais aussi quand on est confronté, et c'est le cas souvent, à une lésion multifocale. Et donc quand on a une tumeur de la face latérale droite, une tumeur du dôme et j'allais dire des biopsies qu'on va pratiquer au niveau de l'urètre, eh bien envoyez vos pots séparément parce que là aussi c'est source de confusion. Tout à fait. Et c'est indispensable pour le travail de l'anatomopathologiste de savoir quelle lésion vient d'où et d'envoyer tout ça dans des pots séparés. Et avant que tu ne poursuives, dernier point, un point important, cytologie urinaire, pré-résection, oui ou non ? Ah oui.
la cytologie urinaire doit impérativement être réalisée soit en externe, avant que le patient soit hospitalisé, soit nous, ce qu'on fait à Mondor, c'est qu'on fait systématiquement, dès qu'on a introduit le résecteur, une cytologie urinaire première avant de commencer la résection de vessie. Et alors, le bien fondé de cette démarche, c'est de dire que si vous avez une cytologie urinaire de haut grade, parce que c'est là qu'elle est rentable, la cytologie, et que vous étiez confronté sur l'anatomopathologie une lésion de bas grade, il y a donc une différence qui n'est pas explicable, c'est que vous êtes peut-être passé à côté d'un carcinome in situ ou éventuellement d'une lésion du haut appareil urinaire. Merci Alexandra, on poursuit. Alors, pour aller plus loin encore, la nécessité d'une cartographie vésicale, c'est recommandé par l'EAU. Je vous ai mis l'exemple de cartographie qu'on fait nous à Mondor. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter simplement d'un compte-rendu opératoire, même si c'est déjà bien de décrire les lésions dedans. Il est important d'avoir un schéma dans lequel on précise la localisation des lésions, la taille, l'aspect. C'est important pour aider l'anatomopathologiste dans son diagnostic, et puis c'est fondamental lorsqu'on fait une nouvelle résection pour savoir retrouver le lead de l'ancienne résection et savoir se focaliser sur les zones qui étaient suspectes initialement. Actuellement, 2 objectifs pour améliorer la prise en charge de nos patients. Tout d'abord, l'amélioration de la détection et ensuite l'amélioration de la qualité de l'exérèse, la qualité des tissus transmis. Pour améliorer la détection, on a aujourd'hui de multiples outils que l'on va détailler, la lumière bleue et des nouvelles techniques d'imagerie qui sont permises grâce à la numérisation et l'imagerie numérique. La lumière bleue, le photodiagnostic dynamique. Les principes de la fluorescence sont l'accumulation d'un colorant fluorescent dans les cellules tumorales via l'instillation préopératoire d'acides 5-aminolévuliniques ou hexaminolévuliniques. Donc vous avez un petit peu le flowchart de comment se passe l'instillation dans les centres qui disposent de la lumière bleue. Le produit doit être reconstitué. Il doit être instillé dans la vessie du patient 1 heure avant la cystoscopie. Puis la vessie est vidangée et la cystoscopie est réalisée initialement en lumière blanche, puis en lumière bleue. Un point important, pour cet aspect de fluorescence, on a besoin du produit, bien sûr, mais on a besoin aussi d'une colonne adaptée, d'une source lumineuse. Tout à fait. Donc il ne faut pas se précipiter sur l'acquisition du produit, mais plus sur l'équipement. Ouais. Et l'autre point, c'est qu'à partir du moment où on explore la vessie, comme l'a souligné Alexandra, on explore la vessie et on ne se précipite pas sur la lésion à réséquer qu'on avait déjà diagnostiquée, parce que sinon ça va saigner et ça va troubler un petit peu la vision qu'on a pendant l'endoscopie. Donc bien commencer par une exploration complète en lumière blanche, en lumière bleue et ensuite la résection. La lumière bleue permet l'amélioration de la détection des tumeurs papillaires et ce type d'image parle d'elle-même. On voit que la lésion tumorale flash en rose dans la vessie une fois qu'on passe avec le filtre bleu. Mais surtout, ça permet l'amélioration de la détection des CIS. Sur les images que je vous montre sur la gauche, comme ça, un œil non averti pourrait conclure à une cystoscopie normale. Avec la lumière bleue, on voit tout de suite apparaître des lésions planes, qui sont des lésions suspectes de carcinome in situ, à côté desquelles l'opérateur aurait pu passer s'il n'avait pas utilisé la photothérapie dynamique. La lumière bleue permet d'améliorer le taux de détection. Il y a de multiples études dans la littérature, ce sont des études de qualité, prospectives, randomisées. On a découlé une revue de la littérature publiée dans European Urology qui a montré que, en particulier pour la détection du carcinome in situ, la lumière bleue améliore de 39% le taux de détection, qui passe de 49,5% en lumière blanche à 95% en lumière bleue. On a une amélioration aussi du taux de détection pour les tumeurs papillaires qui est moins importante parce que ce sont des lésions qu'on voit mieux en lumière blanche. L'Exvix permet d'améliorer la sensibilité qui passe de 71 à 92% pour la détection au prix tout de même d'une baisse de la spécificité, c'est-à-dire d'un certain nombre de faux positifs. Tous ceux qui ont déjà utilisé la technique savent qu'en particulier pour les lésions inflammatoires, après BCG thérapie, on a des régions qui flashent en rose et qui sont en fait simplement inflammatoires et non tumorales. Un point important, je crois qu'il faut le souligner. Si on se pose la question de la lumière bleue,
il faut se la poser dès le départ. Et donc, si on a une indication, c'est-à-dire une tumeur un peu volumineuse, une cytologie de grade, des lésions multifocales, il faut se la poser dès le départ parce que, j'allais dire, l'efficience de la technique est moins validée après des instillations itératives de BCG. Ça, c'est un point important. L'autre point qui figure sur ta diapositive, tu avais probablement souligné, c'est le moins de tumeurs résiduelles. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra avec la discussion autour du cas clinique de Stéphane Larrey. C'est qu'on pense parfois que des tumeurs résistent ou que des tumeurs récidivent rapidement alors qu'elles n'ont pas été réséquées entièrement et que dans plus d'un cas sur deux dans la littérature, il s'avère que quand on regarde bien les chiffres, de plus d'un cas sur deux, on a laissé de la tumeur derrière nous. Donc on incrémente la qualité de la résection et je crois que tu le démontres partout et il faut souligner que cette technologie, je pense que tu vas nous le dire, fait partie aujourd'hui des recommandations. Tout à fait, tout à fait. Donc clairement, la lumière bleue permet une résection de meilleure qualité et ça impacte directement le taux de tumeur résiduelle. Et pas seulement le taux de tumeur résiduelle, ça impacte aussi le risque de récidive. On dispose d'un essai prospectif randomisé sur 551 patients qui a démontré que l'utilisation de la lumière bleue allonge la survie sans récidive des patients avec une médiane de survie sans récidive qui passe de 9 à 16 mois pour les patients chez qui la lumière bleue a été utilisée. Et il y a un gain absolu de 9% dans le risque de récidive avec l'utilisation de la technique. En conséquence, l'AFU, comme le AU, depuis maintenant 2 ans, puisqu'il s'agit des recommandations de 2013, recommande l'utilisation de la lumière bleue, de la fluorescence vésicale. Alors, pas encore pour tous les patients pour l'instant. En cas de suspicion de lésions à haut risque, c'est-à-dire de patients qui ont une cytologie urinaire positive, suspecte d'être de haut grade, ou chez les patients qui ont un antécédent de tumeur à haut risque, T1, G3 ou carcinome in situ. Je pense qu'il est important de noter que ce sont les recommandations anciennes et qu'on évolue probablement maintenant vers une utilisation de ces techniques en fait en première intention, comme tu l'as dit Morgane, sur la première résection parce que c'est finalement à ce moment-là qu'on a besoin d'avoir une résection de meilleure qualité. Oui, je crois que c'est important parce que les recommandations évoluent au gré des publications dans la littérature. On a un bon grade de recommandations, il faut le souligner, une fois n'est pas coutume, mais c'est important pour une nouvelle technologie. Autre point, c'est que la lumière bleue, sa présence, son existence, dès la primo-résection, vient challenger le concept de la résection de second look que tu vas évoquer derrière. Et aujourd'hui, certains déjà disent, écoutez, si on fait une primo-résection d'extrême qualité, peut-être qu'il n'y a pas lieu d'aller faire un second look derrière. Donc c'est vrai que c'est des débats pour le moment qui ne sont pas tranchés et on ne sera pas en position de le faire aujourd'hui, mais il faut être parfaitement conscient que les lignes vont bouger. On poursuit. Des résultats très intéressants de l'Exvix. Une limite tout de même, c'est que d'un point de vue logistique, ça demande quand même de l'organisation. Il faut que le patient soit instillé. Ça peut être fait au bloc opératoire, ça peut être fait dans le service. Il faut tout de même une équipe dédiée et puis il faut avoir le matériel. Et comme le disait Morgane, il ne s'agit pas seulement d'avoir le produit, mais aussi d'avoir la colonne et tout l'équipement. Alors aujourd'hui, avec l'apparition, l'utilisation de plus en plus de l'imagerie numérique, on a de plus en plus de possibilités qui ne nécessitent pas d'instillation pour mieux visualiser nos tumeurs. Et celle qui est la mieux étudiée aujourd'hui dans la littérature, c'est le narrowband imaging. Quel est le principe? Il s'agit de révéler les tumeurs de vessie en augmentant la visualisation de leur vascularisation. La lumière blanche va être filtrée pour ne garder que 2 bandes étroites dans les spectres du bleu et du vert, qui sont des spectres de couleurs qui sont très fortement absorbés puis réfléchis par l'hémoglobine. Donc vous le voyez sur les images, les vaisseaux apparaissent beaucoup plus clairement, avec beaucoup plus de contraste. La lumière bleue va être réfléchie par les capillaires superficiels, alors que la lumière verte va être réfléchie par les vaisseaux sous-épithéliaux. Les résultats, eh bien, tout comme on l'a dit avec la lumière bleue, ça permet d'améliorer la détection. Il y a aujourd'hui 8 essais qui ont été menés sur le NBI et qui montrent la majoration du taux de détection de 14 à 17% par rapport à la lumière blanche, avec, comme pour la lumière bleue, une amélioration de la spécificité. Il semble que pour le NBI, il n'y ait pas de diminution, une amélioration de la sensibilité. Il semble que pour le NBI, il n'y ait pas de diminution de la spécificité, c'est-à-dire peut-être moins de faux positifs que ce qu'on avait avec la lumière bleue, mais cela reste à démontrer. De même, meilleure détection veut dire meilleure résection et donc réduction du taux de tumeurs résiduelles. Alors un point sur le NBI qui est toujours en expérimentation, pas dans les guidelines, pas d'instillation.
Non. Voilà, donc c'est juste un changement technique, j'allais dire, on change le spectre éventuellement ou la réfraction de la lumière, comme tu l'as souligné, et la possibilité éventuelle d'utiliser le NBI plutôt dans la voie excrétrice supérieure aussi. Bien sûr. Tout à Parce fait. que sur ces tumeurs urothéliales qui sont multifocales, on peut se retrouver avec des lésions dans le haut appareil. Et c'est presque là, initialement, qu'il a été développé. Oui, les premières études étaient effectivement dans la voie excrétrice supérieure où il n'est pas possible d'instiller puisqu'il n'y a pas de reflux sauf à poser une sonde JJ au patient. Et donc, initialement, ce produit a été testé dans la voie excrétrice supérieure. Mais c'est vrai que la lumière bleue, tous les centres n'en disposent pas et que donc le NBI peut être une alternative pour la détection des tumeurs de vessie. Pour ce qui est du pronostic de nos patients, on a beaucoup moins d'évidence avec le NBI que ce dont on dispose avec la lumière bleue. Mais il y a tout de même une étude prospective qui a montré qu'on avait une meilleure survie sans récidive, avec 15 à 32% de récidive en moins par rapport à la lumière blanche, et un délai jusqu'à la récidive qui est plus que doublé, puisque chez les patients réséqués en lumière blanche, la médiane était de 13 mois versus 29 mois chez les patients qui étaient réséqués en lumière en NBI. Est-ce qu'on dispose, Alexandra, à ta connaissance, de comparaison directe dans une étude lumière bleue versus Eh bien, NBI? elle est là. Eh bien voilà. Magnifique transition, merci. Donc, il y a une méta-analyse qui a été conduite de plusieurs essais comparant la résection avec de l'acide 5, l'instillation d'acide 5 aminolévulinique versus hexaminolévulinique versus NBI. Ce que montre ce travail, c'est que l'acide hexaminolévulinique fait mieux que le 5-aminolévulinique, ça on le savait, et qu'on n'a pas de différence en termes de résultats sur la récidive entre résection en lumière bleue ou résection avec le NBI. Et la conclusion de ce travail, c'est que les cliniciens devraient éventuellement remplacer la lumière blanche comme le standard par l'utilisation d'une technique améliorant la détection, NBI, lumière bleue ou une autre. On va voir qu'il y a d'autres possibilités. Et donc je crois que le message et ce vers quoi vont évoluer les guidelines, c'est l'un ou l'autre, mais l'un des deux en première intention. Alors, je crois que c'est important pour les collègues, c'est qu'il faut qu'ils réfléchissent, pour ceux qui prennent assez souvent en charge les tumeurs de la vessie, et on sait combien c'est fréquent dans notre pratique quotidienne, à réfléchir à l'évolution technologique qu'ils souhaitent apporter pour leurs patients, parce que dans les années à venir, manifestement, il faudra s'adjoindre de la technologie pour mieux réséquer les lésions, au-delà des critères qualitatifs que tu as exposés en préambule. Un point qui reste quand même important, c'est le NBI. Et pourquoi tu expliques alors, au regard des résultats que tu nous montres, que le NBI ne soit pas dans les guidelines? Alors, il l'est sur quelques lignes dans les guidelines de l'EAU, avec beaucoup de précautions. Il y a un petit paragraphe dessus. Les guidelines de l'année dernière commencent à en parler en disant qu'il semble qu'on a clairement une amélioration de la détection. Pour la récidive, on n'avait encore pas assez d'évidence, mais c'est en train d'y rentrer et je pense que ce sera dans les prochaines recommandations de l'AFU. Quelles sont les autres technologies disponibles? Alors, ce que je vais vous montrer maintenant est encore dans le domaine d'études, mais il y a des choses qui sont quand même particulièrement intéressantes. Alors d'abord la HD, pour commencer par le plus simple. Les caméras HD, en particulier les caméras à 3 têtes, comme vous le voyez sur l'image, permettent d'améliorer la résolution, d'améliorer le contraste et d'obtenir des images qui sont quasiment tridimensionnelles pour améliorer fortement la visualisation des tumeurs. On peut en plus sur ces caméras apporter des filtres, faire un zoom qui permettent d'améliorer l'information visuelle. Alors le SPIES, c'est pour Storz Professional Image Enhancement System, c'est donc un système qui est proposé par Storz, qui consiste à amplifier les longueurs d'onde vertes et bleues pour obtenir une image tricolore avec, pareil, un meilleur contraste et une meilleure visualisation. On peut ensuite appliquer des filtres de couleurs supplémentaires, orange ou violet, comme vous le voyez sur les images complètement à droite, qui permettent d'avoir différents modes qui améliorent la visualisation en fonction des problèmes. Par exemple, le mode vert permet de mieux voir les tumeurs s'il y a une hématurie macroscopique. Là, il y a un des modes qui permet de mieux voir la vascularisation et donc d'améliorer la visualisation. Ensuite, on a l'OCT pour l'Optical Coherence Tomography. Alors, le principe, c'est d'obtenir une image de haute résolution des tissus qui sont situés sous la surface, un petit peu à l'image de ce qu'on ferait avec une échographie.
Donc le principe, c'est que la sonde émet une lumière qui est proche de l'infrarouge, qui traverse les tissus, qui est réfléchie et qui fournit donc une image en section des tissus qui sont sous la surface. Alors la profondeur de la lumière est faible puisque ça ne va qu'à 2 mm en profondeur, mais c'est globalement suffisant pour la majorité des tumeurs non invasives du muscle. Et les quelques études qui existent montrent une excellente prédiction du degré d'invasion des tumeurs. Alors il y a quand même une grosse limite technique. D'abord, c'est quand même un challenge d'apprendre la technique. Il y a une learning curve. Et puis en plus, c'est une petite sonde, donc compliqué d'imaginer screener toute la vessie avec cela. Donc peut-être un intérêt plutôt en combinaison justement avec ce que j'ai montré avant, avec les techniques d'amélioration de la détection. Et puis enfin, la magnification endoscopique, c'est un système un petit peu de microscope, de magnification de 30 à 650 fois de l'image, qui par exemple combiné avec la lumière bleue permettrait de voir de beaucoup plus près une lésion qui pourrait s'apparenter à du carcinome in situ et à mieux discriminer bénin versus suspect. Deuxième objectif, améliorer la qualité de l'exérèse, améliorer la qualité des tissus transmis. Alors le second look, on ne peut quand même pas vraiment dire que ce soit quelque chose de nouveau, hein, c'est dans les guidelines depuis longtemps, Evangelos va en parler aussi. Il persiste de la tumeur résiduelle dans 17 à 30% des cas après une première résection pour une tumeur TA ou T1. De multiples études l'ont montré. J'ai choisi de vous en montrer une. Cet essai, qui est un essai prospectif publié dans European Urology sur 200 patients T1 randomisés entre second look versus pas de second look. Les résultats sont édifiants. Il y a 38% de tumeurs résiduelles détectées sur la deuxième RT-UV. Et chez les patients qui ont eu une deuxième résection, une survie sans progression, on ne parle même plus de récidive, on parle de progression, ce qui est quand même le plus grave pour nos malades, de 73 versus 53 mois en l'absence de seconde résection. Les guidelines sont claires, une résection second look est recommandée 4 à 6 semaines après la première résection pour les patients qui ont une tumeur de stade T1 mais aussi une tumeur de grade élevé, un TA au grade. Il est recommandé de faire une deuxième résection. On en a parlé au début, en l'absence de muscle identifié, il est indispensable aussi de proposer une résection à nos malades, avec pour objectif une meilleure stadification, une meilleure sélection des patients pour les traitements endovésicaux, puisqu'on sait que s'il reste de la tumeur résiduelle, s'il reste du T1 et a fortiori du T2 sur la deuxième résection, il n'est pas recommandé de faire du BCG et il faut aller vers la cystectomie et puis améliorer le pronostic de nos malades pour retarder la progression. Deux messages ici, hein, c'est que la résection n'est pas une résection en 2 temps. Et ça, c'est important. Il faut que les collègues comprennent bien qu'on ne se dit pas ah, c'est très gros, allez, je fais les 2 tiers aujourd'hui, je ferai un tiers la fois prochaine. On essaye d'être exhaustif autant que faire se peut. Et puis, de toute façon, dès qu'on pressent, parce qu'on le pressent en bloc opératoire, c'est volumineux, on pressent qu'on va être dans une situation d'indication de deuxième look, et bien jusqu'à preuve du contraire, quand le patient sort de l'hôpital ou de la clinique, il a déjà sa programmation en termes d'organisation pour la seconde résection. Parce que tout le monde n'a pas l'anatomopathologie qui lui est rendue dans les 48-72 heures. Donc, il y a un peu de subjectivité dans cette programmation, mais il vaut mieux l'organiser de cette façon-là. Tout à fait. On va peut-être faire une nuance juste sur les 2 cas dans lesquels il n'est pas nécessaire de réséquer, même si le muscle est vu. C'est le cas du CIS seul, hein, puisqu'on voit la couche d'après qui est le chorion. Donc si le chorion est vu, ce n'est pas nécessaire. Et puis le deuxième cas sont les PTA G1, donc de bas grade, lésions pour lesquelles, si le muscle n'est pas vu et que le chorion est vu, il n'est pas nécessaire de réséquer. C'est précisé dans les recommandations, effectivement, pour les tumeurs de très bas grade à très faible risque. Il est même recommandé d'ailleurs de ne pas aller jusqu'au muscle sur les résections suivantes pour ce type de tumeur. Enfin, pour finir, la résection en bloc, c'est important d'en entendre parler, ça reste très expérimental, hein. Pour l'instant, rien de tout ça n'est dans les recommandations. Il s'agit d'améliorer la qualité du tissu transmis en anatomopathologie et de réduire le risque de récidive en évitant de fragmenter la tumeur. Aujourd'hui, quand on résèque, on a des cellules tumorales qui se promènent partout dans la vessie. C'est pour ça qu'on propose une instillation post-opératoire. Evangelos en parlera. L'idée de la résection en bloc, c'est justement de lutter contre ça pour éviter la dissémination péropératoire. Alors, la technique consiste à inciser la muqueuse quelques millimètres à distance de la tumeur, avec donc une marge de sécurité, puis à disséquer jusqu'au muscle pour retirer la tumeur en bloc. Il y a aujourd'hui plusieurs options, l'anse de résection modifiée qui est en fait une anse en T, l'utilisation du laser ou l'énucléation qu'on appelle water jet, c'est-à-dire avec de l'eau qui est envoyée à haute pression.
Il n'y a pas encore beaucoup d'études, il y a des essais prospectifs qui sont en cours dont on n'a pas les résultats. Donc pour l'instant, on n'a pas de comparaison disponible entre la résection en bloc et la résection standard. J'ai choisi de vous montrer ce travail qui a été publié dans le World Journal of Urology où ils ont comparé résection en bloc avec le laser à résection en bloc avec l'électricité. En regardant les résultats de cette étude, on se rend compte qu'ils sont globalement relativement comparables avec ce qu'on obtient avec la résection standard. On a des tumeurs qui en moyenne font 2,1 cm, une durée d'opération qui est courte, 25 minutes, probablement un centre quand même très entraîné. J'imagine que lorsqu'on commence, on n'est pas tous à 25 minutes. Un lavage qui est maintenu une seule journée, 48 heures de sonde vésicale et un taux de complications post-opératoire qui est faible. Donc ça reste très expérimental. L'impact aujourd'hui sur le pronostic de nos malades n'est pas connu et il y a des études en cours, mais c'est une technique qui a l'air intéressante et qui pourrait rentrer dans les pratiques. C'est intéressant pour nos anatomopathologistes aussi, parce qu'on ne morcelle pas la pièce. Le problème, c'est qu'on comprend bien le concept. Juste un point technique, c'est que si on a une tumeur un peu volumineuse et qu'on réalise, j'allais dire, l'exérèse en bloc, en monobloc, et qu'elle est en suspension dans la vessie, comment est-ce qu'on la passe dans la gaine du résécteur? Est-ce qu'il faut un petit sac? Est-ce qu'il faut... Ce problème n'est pas encore réglé. Techniquement, il y a encore des choses à améliorer. C'est quand même un point... On a l'expérience, on en a fait quelques-uns à Reims. Et donc, évidemment, les grandes tumeurs, d'abord, c'est plus long et c'est assez compliqué. Donc, les outils ne sont pas encore tout à fait ergonomiques pour pouvoir enlever ces lésions facilement. L'idée étant de ne pas essaimer des cellules partout. Pour l'extraction, il existe des petits sacs qui sont utilisés en endoscopie digestive, puisque cette technique qu'on a utilisée avec l'eau vient de l'endoscopie digestive, où la perforation de l'organe est vraiment un élément clé. Donc, ils utilisent des petits sacs qui permettent de les sortir, mais pour des grosses lésions, on a eu un cas d'une lésion qui faisait 3 cm, ça bloquait, il a fallu la fractionner. Donc, il y a une limite sur la taille et puis sur le nombre, en fait. Donc, ça reste vraiment pour un petit groupe de lésions de vessie. Ouais. Le challenge est ouvert et j'espère que les améliorations techniques nous permettront d'utiliser cette technique pour les plus grosses tumeurs, mais pour l'instant, ça reste effectivement un petit peu compliqué lorsque la taille augmente. En conclusion, la qualité de la résection influence le pronostic de nos patients atteints de tumeurs de vessie non invasives du muscle. Je vous l'ai montré. Il est nécessaire dans chaque centre d'avoir une procédure standardisée. On ne le répétera jamais assez. Une résection qui doit être complète. Il faut qu'il y ait du muscle à l'examen anatomopathologique. Faites une cartographie vésicale. Dessinez vos lésions. Combien il y en a? Quel aspect? Avec un compte-rendu qui doit être détaillé. Si un autre opérateur fait la deuxième résection, il doit savoir précisément où était la tumeur, quel était son aspect, pour adapter son geste. On dispose aujourd'hui de techniques qui sont très prometteuses pour améliorer la détection. On a parlé de la lumière bleue, on a parlé du NBI. Une meilleure détection, c'est sûr, montrée dans les études. Une réduction en conséquence du risque du récidive parce qu'on résèque mieux les patients. Et il semble que ces techniques soient probablement les futurs standards avec des guidelines qui vont évoluer sur ces techniques. Enfin, pour améliorer le traitement, pour améliorer la qualité des tissus transmis, une résection de seconde look, c'est impératif. Ça fait longtemps que c'est dans les guidelines et on a conduit récemment une étude avec le CCAFU qui a montré que tout le monde ne faisait pas encore de seconde look pour les tumeurs à haut risque. Je crois que c'est un message important, c'est impératif de le réaliser. Et puis le futur, peut-être la résection en bloc pour améliorer la qualité du tissu et puis limiter la dissémination péropératoire. Merci Alexandra, ces points étaient extrêmement clairs et des messages très didactiques et pédagogiques. On va juste profiter très brièvement de la présence sur le plateau d'Evangelos Ilinas et de Stéphane Larrey pour juste peut-être souligner un point ou une question sur lesquelles ils souhaitent te challenger. Tout à fait Alexandra, moi j'avais une question. Tu nous as parlé donc de la fluorescence, de son bénéfice en détection, en survie sans récidive, d'éventuellement le shift vers la primo-résection. Est-ce qu'il y a une place pour la fluorescence en résection de second look ? Ah, tout à fait. Donc ça, c'est déjà recommandé. Dans les guidelines, pour l'instant, la fluorescence n'est presque recommandée que pour les secondes looks. Il y a une petite part pour les patients qui ont une cytologie de haut grade initialement faisant suspecter du carcinome in situ d'emblée avec une cystoscopie normale. Et là, il faut le faire d'emblée parce que le CIS est très difficile à détecter. Autrement, pour l'instant, les guidelines recommandent en fait la fluorescence, surtout en seconde look, puisque chez les patients chez qui on a déjà une notion d'une tumeur de haut grade, T1 ou G3. Donc pour l'instant, c'est dans la majorité des centres en seconde look que la fluorescence est utilisée. Et on va évoluer, je pense, vers une utilisation de la fluorescence en première ligne, mais pour l'instant, ce n'est pas encore dans les recommandations. C'est fait hors recommandation. Un point, Stéphane ? J'ai une question parce que ça a un coût, toute cette technologie, donc un coût d'acquisition du matériel, c'est au minimum un peu 20 000 €, je pense, enfin 30 000 €. Il y a le coût du consommable. Alors, est-ce qu'il y a des arguments pour
pour montrer que finalement, ce surcoût n'est pas seulement important pour limiter les récidives, mais aussi un impact positif sur Alors, l'économie. pour ce qui est de l'impact médico-économique, je ne suis pas spécialiste. Je sais que le laboratoire qui fournit la lumière bleue a fait une étude médico-économique en prenant en compte la réduction du risque de récidive et le coût du matériel. Et il semble que le produit, malgré son coût, apporte un bénéfice à un coût raisonnable pour les patients. Pour ce qui est du NBI, je n'ai pas cette notion, je ne sais pas encore combien coûte le matériel. Je ne pense pas qu'il y ait encore d'études médico-économiques. J'espère qu'elles vont venir. Non, et puis les études médico-économiques sont parfois difficiles parce qu'il y a le personnel engagé, l'organisation locale. Et c'est vrai que quand on fait la surveillance aussi d'une tumeur réséquée, il y a une infirmière, un endoscope, bref. Donc sur le long terme, on sait que récidive et progression sont les deux problématiques majeures auxquelles on est confronté lorsqu'on a à traiter ces lésions-là, et qu'en diminuant la récidive et en diminuant la progression, on peut imaginer évidemment subjectivement que sur le long terme, on puisse gagner. Donc dépenser plus au début pour gagner sur le long terme, ça a l'air d'être aussi la philosophie dans laquelle on est. Il y a une problématique qui est que probablement pour le système de santé, ça ne coûte pas plus cher. En revanche, pour l'établissement qui s'équipe, il n'y a aucun avantage particulier parce qu'il n'y a pas de financement pour ça. Donc ça, c'est la schizophrénie de notre système actuellement. Merci en tout cas pour ces remarques à chacun. On va donner la parole et surtout à Alexandra pour cet exposé extrêmement clair. Passer la parole à Evangelos Ilinas pour un autre sujet qui nous tient à cœur, c'est celui de l'échec du BCG. Evangelos, nous t'écoutons.